The beat of the drums echoes in the pulse beat of the young braves. Salut les joueuses, salut les joueurs, je suis Paul Gara et on se retrouve pour une nouvelle interview. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Xavier Laporte. Salut Xavier. Salut, ça va Paul Gara? Ça va bien. On se côtoie depuis quelques jours quand même, donc alors, c'est un bon jour de circonstances d'enregistrement. Voilà. Ouais, on triche, on est à la campagne, dans un environnement très cool. Très très cool. Voilà, on est au milieu d'une sorte de parc. Voilà, c'est une interview bucolique un petit peu. Exactement, avec piscine. Avec piscine, oh là là. Donc, et on fait du jeu de rôle en plus. On fait du jeu de rôle en plus et on peut dire qu'on est à la fin de on n'a pas beaucoup, on a peu dormi. On fatigue. On commence à fatiguer, on va essayer d'être tonique aujourd'hui. Alors en fait, on s'est rencontrés l'année dernière dans le même cadre. Exactement. Voilà. Et c'est comme ça qu'en fait j'ai connu ton travail parce que j'ai joué à un de tes jeux, un jeu que tu as créé puisque tu es auteur de jeux de rôle. Exactement. Alors c'est pas ton travail à plein temps. J'aime bien dire gribouilleur et forgeur d'univers. C'est un peu le pitch de ta bio. Sur mon site internet, c'est forgeur et gribouilleur. Ok, donc ça donne déjà une première tendance, une première coloration à ce que tu fais. Donc c'est pas un travail à plein temps, tu as une autre activité. Non, dans ma tête peut-être, mais mais ouais, et on peut dire que tu travailles en fait de façon, je dirais, artisanale parce que c'est pas, c'est de l'auto-édition. Oui, c'est le gribouilleur. Voilà, gribouilleur. Oui, parce que c'est perfectible partout et quand je regarde ce que j'ai fait, des fois tu dis oh là là. Alors avant de commencer à rentrer dans ton travail de création, on va parler un peu de ton profil de joueur. Comment tu as découvert le jeu de rôle, à quel âge, avec quel jeu Est-ce que ça a été le coup de foudre immédiat? Ça a été le coup de foudre immédiat. En fait, j'ai toujours gribouillé, écrit, fabriqué mes jeux. Okay. En vrai, j'étais tout petit. Quand je pouvais pas m'acheter un jeu, je fabriquais en fait avec. Je me souviens, j'avais été chez mes cousins. Alors, anecdote débile, mais anecdote. On avait joué au Milborn. C'est pas non plus le jeu. Bon, ça va donner une notion de mon âge, mais bon, voilà. Mais voilà. Et en fait, j'en avais pas. Et, en rentrant, j'avais pris du papier peint pour faire les cartes, pour bien uniformiser le côté. Et j'avais redessiné tout. Voilà. Donc tout petit, je fabriquais mes jeux et j'ai découvert les livres dont on est le héros. Et dans la cour, on refaisait les scénarios avec, pas un MJ, parce qu'on n'avait pas ces notions-là, mais il y en a qui lisaient et les autres jouaient. Ils faisaient les choix. Ouais, ils faisaient les choix. Donc on était vraiment là-dedans. Et le hasard, mais alors le hasard improbable en seconde, c'est un copain d'un copain, il manquait un mec pour faire un Cthulhu. Et c'était une campagne Cthulhu, c'était les rejetons d'Azathoth. Ok. Et on m'a dit, tu veux pas faire ça? Ouais, pourquoi pas. Et puis, t'avais déjà une idée à ce moment-là de ce que c'était le jeu de rôle ou non, très vaguement? Non, mais j'avais aucune notion. Ok. Voilà, pour moi, j'avais une notion de livre dont on est le héros, qu'on rejouait, mais on faisait du jeu de rôle en vrai, finalement. Oui, c'est déjà un hack du livre dont vous êtes le héros. Et après, je me suis retrouvé le dimanche chez ce Samuel et alors là, je suis tombé dans mon univers. Pour moi, c'était enfin un univers où on peut faire ce qu'on veut, pas ce qu'on veut. En tout cas, on fait des choix. En tout cas, on a le sentiment de la liberté. Ah ouais, l'illusion de liberté, elle y était complète. C'était du Cthulhu, il le jouait bien, c'était un MJ confirmé. Et l'illusion de la peur, l'illusion de surprise. Et j'ai adoré. Et c'était comme c'était un voisin en plus, tout de suite il m'a dit toi aussi deviens maître de jeu, il m'a balancé dans JRTM. Voilà. Ok, d'accord. Et donc en fait t'es passé très vite du statut de joueur à MJ. Ouais, très très vite. Au bout de 3-4 mois, j'attaquais premier JRTM, première partie. Okay. Sans connaître vraiment le Seigneur des Anneaux. J'ai lu pendant l'été avant de masteriser, mais voilà. Et donc, j'ai vraiment découvert mon monde que je cherchais finalement sans le chercher. Et du coup, tu es resté plutôt sur certains jeux, certains univers, où t'as eu l'envie un peu enivrante de découvrir un peu tout ce qui était possible? En fait, ça a suivi mes rencontres. Ok. Ça a vraiment suivi mes rencontres. C'est resté un peu sur du JRTM et du Cthulhu. Et puis après, il y a eu un club de jeux de rôle où, ensemble avec ce fameux Samuel, un samedi, on y a été. Et puis là, j'ai découvert du DD. C'était avant ça, DD à DD. Et puis après, j'ai découvert du vampire, voilà. Et t'étais déjà, c'était les univers ou déjà les systèmes de jeu, ça t'intéressait? Les deux, je vais dire, parce que j'aimais bien hacker tout de suite. J'ai tout de suite hacké les systèmes et j'ai tout de suite complété les univers. On peut pas dire que je crée des univers, mais je complétais les univers, je les rendais cohérents dans ma vision. Oui, donc tu étais déjà même dans la même démarche qu'enfant, c'est-à-dire tu refaisais, tu reprenais, tu réutilisais ce qui existait pour le transformer en fait à ce que ça te convienne mieux finalement. Oui. Mais là, il y avait un cadre. Un cadre de jeu qui permettait. Voilà.
t'as jamais arrêté ta pratique du jeu de rôle ou il y a eu des moments avec moins Quand on a des enfants, ça s'arrête net. Ok. Voilà, donc j'ai arrêté pendant une dizaine d'années. Ça va faire, là, je vous parle 35 ans de jeu de rôle et avec une dizaine d'années de trous. Et puis, je râlais beaucoup de ne plus pouvoir jouer au jeu de rôle. Et ma femme, pour Noël, elle m'a offert une place de GN. Cool. Parce que je faisais du GN aussi. Et elle m'a dit, vendredi prochain, tu vas dans telle assos à 10 bandes de chez nous. Ok. Voilà, c'était son cadeau de Noël. Et puis là, j'ai repris un peu trop pour... Une grosse dose. Une grosse dose. Et le GN par rapport au jeu de rôle, qu'est-ce que tu trouves? Tiens, enfin, pour toi, c'est des activités vraiment complémentaires. Qu'est-ce qui est vraiment différent? Pour moi, ça n'a rien à voir. Rien à voir, en fait. Non, ça n'a rien à... on va jouer dans les mêmes univers, on retrouve les mêmes types de personnes, voilà, mais ça n'a rien à voir. Cette fois, c'est plus physique, on joue de sa personne, tu vois. On joue un rôle peut-être, mais on joue de sa personne et puis on y va entre potes, on rigole. Il y a une notion de groupe, moi. En tout cas, moi, j'aime bien y aller en groupe, tout ça. Et il y a aussi le fait qu'on soit coupé en fait à un moment de parce que dans le jeu de rôle on est quand même encore on est encore physiquement autour de la table, voilà, il y a le décor autour encore là ça t'oublies tout, t'es dans un autre univers, tu vis d'autres émotions, je pense que c'est pas les mêmes en vrai. Pour avoir discuté avec un de mes invités présents, David Berthelot, il disait que tu as une sorte parfois de syndrome un peu. Quand tu sors de GN, tu as une forme de dépression un peu. Enfin, c'est un moment à gérer. Moi, je dirais pas dépression, mais un moment de. Tout le temps, c'est ce qui se passe quand tu repars en voiture en direction. Première station-service où tu t'es arrêté, tout est pâle. Tout est triste en fait, il se passe rien en fait autour de toi. Les gens ils vont juste consommer leur café et repartir, alors que quand GN il se passe toujours. Bon, on se fait vite beaucoup chier quand même, mais il se passe quand même quelque chose, voilà. D'inhabituel, d'un point de vue, voilà. Et puis qui sort de l'ordinaire en fait. Tu penses plus à rien autour. Ouais. Et effectivement, des fois on s'est fait des vacances. J'ai traîné ma femme, merci à elle. Et quand tu repars en vacances juste derrière à la plage, il se passe rien. Ouais. Donc il faut un petit temps de réadaptation à la vie normale. À la vie réelle et ok. À quel moment tu commences alors on en avait parlé l'année dernière, mais je crois que tu m'as dit que c'était aussi avec le Covid. C'est là que ça a été né un peu l'idée. Enfin, où t'écrivais déjà, mais vraiment le fait de s'y mettre plus de façon sérieuse jusqu'au bout. Ou en tout cas plus officielle. Ouais, j'ai toujours écrit du jeu de rôle. Voilà, mais j'ai RTM, j'ai des bloc-notes à perte de vue qui correspondent pas du tout à l'univers de Tolkien, mais c'était mon interprétation à ce moment-là où j'écrivais, changeais les règles, tout ça. Donc j'ai toujours rapidement voulu éditer. Je suis assez dans le caractère entrepreneurial, je monte des SARL en plus de mon boulot, voilà, j'aime bien, voilà, ça m'amuse. T'as peur de t'ennuyer dans la vie. Exactement, donc j'ai toujours, je cours après le temps surtout. Ouais, voilà. C'est ça. Et j'ai toujours fait ça, et j'ai toujours eu une volonté, j'aimerais bien écrire mon jeu de rôle jusqu'au bout, l'éditer. Mais j'ai jamais réussi. L'histoire, c'est toujours un peu la même que je raconte parce que c'est ce qui s'est passé pour de vrai. Donc, et donc, j'avais le problème des 70 pages. Donc voilà, au bout de 70 pages, d'écrire un univers ou un système de jeu, c'est insupportable pour moi, c'est trop compliqué. Et ma référence d'écriture, c'était des pavés de 300-400 pages. Et donc, d'écrire tous les bateaux du port, toutes les anecdotes de tous les marins du port. Donc, d'écrire tout. En fait, tous les noms de rues, ça m'amuse pas. Tous les noms de ronds-points. Ah ouais. Bon, ça c'est perso quand même. Ça c'est une private joke, voilà, désolé. Qu'on n'expliquera pas. On n'expliquera pas. Mais en tout cas, j'ai jamais réussi. Et il y a eu la Covid. Et juste avant, il y a eu des jeux que j'ai rencontrés, des jeux d'inno, où je me suis aperçu qu'on pouvait faire des choses à 90 pages. Quelque chose de plus synthétique, où plus ramassé. Plus ramassé, où ce qui est important, c'est la proposition de jeu plus que le décorum autour. Voilà, on met des amorces d'idées de lieux, des choses, et donc Inno m'a beaucoup influencé là-dessus. Et puis j'adore ce qu'il fait en plus, donc voilà, des univers à forte proposition sur pas beaucoup de pages. Voilà, et quelques campagnes, alors plutôt mythiques, mais qui ont amorcer des idées qui ont émergé dans ma tête. Et il y a un copain, Seb, on aime bien tous les deux, pas les jeux, je dis les jeux barrés, mais c'est pas les jeux barrés, mais les jeux à forte proposition, voilà. Et il m'a dit, tiens, j'ai un truc que j'ai pledgé, que j'ai reçu, Morkborg. Et là, pour moi, je vois la scène encore au ralenti. Il va dans sa salle à manger, il récupère dans sa bibliothèque le bouquin jaune qui pète les yeux, et j'ai compris qu'on pouvait faire des jeux à 5, 90 pages, avec une proposition forte. Ok, Morkborg, tu peux expliquer un peu pour les auditeurs? Morkborg, c'est du dark fantasy où on joue que des raclures ou des gens qui sont déchus de leur position, des salopards, et le monde va s'éteindre et tous les fous se réveillent. C'est du médiéval pur, tout ça. Mais
Bon, ça reste du old school, de tout ça, mais qui m'a marqué dans Mork Borg, c'est que quand ils décrivent la capitale ou les lieux importants, ça prend 30 lignes. Mais il y a déjà plein d'idées et avec une présentation qui fait mal aux yeux, qui part dans tous les sens, mais qui est très structurée en vrai. Quand on étudie le truc, travaillé, qui est très travaillé, qui est très très dur de faire semblant que c'est du déstructuré. Voilà. Okay. Ouais. Et en fait, tout ça, Inno plus ça. Je me suis dit, en fait, c'est ça mon format. Qu'est-ce que je cherche à faire des 300 pages en fait, voilà. Et puis, c'était au même moment où j'écoutais beaucoup de podcasts sur le game design. J'adore le game design. Et je ne sais plus qui disait, mais voilà, il parlait d'univers à haut potentiel ludique. Et en fait, même si c'est un terme très pompeux, moi, ça m'a parlé, en fait. Voilà, faire des continents. Et là, j'ai essayé des années faire des continents interminable, ça sert à rien de décrire la montagne avec les nains extraordinaires, avec une culture extraordinaire où les joueurs n'iront jamais parce que c'est trop loin. Et donc finalement ramener les lieux à un espace jouable, et ça donne un jeu jouable finalement et plus simple. En fait, une fainéantise de création, mais finalement qui ressent sur la proposition. Aussi, parce que souvent, parfois, on dit une forme. Tu dis fainéantise paresse, mais parfois, la paresse, elle pousse à être très efficace. Oui. Alors, je dis une fainéantise pas pour ceux qui écrivent ça, ou que c'est pour moi. Oui. Une espèce de lassitude, une lassitude de. Non, ça m'amuse pas d'écrire 300 pages. Et je suis très, très admiratif des gens. Cette semaine, il y a des auteurs qui écrivent des pavés d'histoire. Je suis admiratif qu'ils arrivent à faire ça parce que moi, je suis hors ma compétence. Et même, ça m'amuse plus. Au bout de 70 pages. Voilà. Tu aurais une sorte de trop-plein. Et j'ai jamais réussi en 30 ans. Voilà, j'ai des tonnes de jeux à 50 pages, mais il leur manque 300 pages pour que ça soit quelque chose. Et je sais pas si c'est à correspondre, enfin, si à ce moment-là aussi tu vois tous les trucs, les propositions différentes, parfois des jeux qui tiennent en juste une feuille. Tout ça c'est en même temps. Voilà, tout ça, ça vient alimenter. Ça vient alimenter. Sur les one page, je trouve la proposition est toujours à limite trop juste. Trop juste pour toi, trop juste pour moi. Alors, l'intérêt d'un one page, c'est que j'adore tester des jeux nuls ou des jeux pas bien. Parce qu'il y a toujours des bonnes idées finalement, et puis la partie fait que des fois c'est des bonnes idées. Oui, donc tout ce qui est ces formats-là, c'est peut-être un peu too much pour toi. Donc en fait, tu cherchais le juste équilibre. C'est bien, j'aime bien. Voilà, parce que des fois, graphiquement, c'est joli. J'adore le design graphique. Il y a des idées aussi de mise en page, de présentation qui sont intéressantes et qui sont pas anodines parce qu'elles soutiennent le propos du jeu et ou même les mécaniques. En fait, le one page, quand je dis que ça me dérange, en fait, j'ai pas de combat contre le one page, tout ça. C'est juste que. En fait, il y en a tellement qui sont pas bons. Et donc, il faut trouver celui qui plaît. La mise en page, c'est aussi quelque chose. Moi, voilà, je suis gribouilleur. J'adore ça. Je fais du Photoshop depuis 20 ans, en fait. J'adore ça. Même si c'est pas mon métier, j'adore ça. Donc, je partisse dans le sens... je suis pas illustrateur, j'ai pas cette compétence. J'ai gribouillé, voilà. J'ai gribouillé et puis... Et donc, tout ça se met en place progressivement. Un peu en même temps, voilà, ce Mork Borg qui me donne le format. Ok. Et ça a changé tout parce que j'avais une ligne directrice. Tu penses que ça a débloqué quelque chose ? Ah oui, clairement, parce que j'ai vu le format, je me suis projeté. Souvent, je fais des tables rondes sur devenir auteur, éditer pour la première fois, tout ça. Un des trucs que je dis, cherchez votre format. Cherchez graphiquement ce qui vous aimez. C'est pas une recopie, c'est dire, voilà, j'ai une ligne, je sais que je vise quelque chose... Et j'ai pas besoin de dire arriver à 90 pages, voilà, il faut se contenir sur ces 90 pages, ces 100 pages, et on cherche pas du A4, on cherche du A5, on cherche du carré, et ça aide beaucoup dans l'écriture. Donc ça, c'était, tu dis au niveau... Juste avant le Covid. Et il y a eu le Covid, et là j'ai découvert un peu les jeux en ligne. Avant, je faisais qu'en réel. Et donc là, j'en ai fait beaucoup. Chercher du lien social à travers ça. Et j'ai fait un scénario. Caravane s'est construit autour d'un scénario, une idée, un matin. Tu avais déjà l'univers... Alors, Caravane, c'est un univers dark, poétique. En fait, ça a été du dark fantasy. Oui. Et le mot poésie, c'est même... Mais j'explique rien sur la poésie. C'est en fait, c'est un joueur, un jour, au bout deux parties, qui a vraiment mis un pavé poétique dans le truc. Mais du coup, l'univers était déjà là dans ta tête Non, rien. Rien. Zéro. Vraiment, j'ai eu une idée de scénario ou d'intention de scénario. Moi, Vampire, ça fait partie des jeux qui ont changé ma vision du jeu à scène, un peu plus théâtral. C'est-à-dire pas, quand tu dis à intention de scénario, pour bien expliquer, c'est pas des jeux où tout est écrit,
mais où il y a des idées de scène à proposer aux joueurs et joueuses et à eux ou à elles de se les approprier ou pas s'ils le souhaitent pas. Si elles le souhaitent pas. En tout cas, moi, j'ai interprété les choses comme ça et je voyais bien mes joueurs dans une situation avec du recul de caravane. Mais il n'y avait pas d'enfants, il n'y avait pas de masque, il n'y avait rien. Et j'ai tout de suite essayé de chercher un scénario. Et puis, j'ai fait un scénario qui finalement, toutes les bases étaient là, mais le contenu n'y était pas. Et ils ont adoré. Ok. Et c'était des semi-créateurs tous aussi. Et on a continué une aventure ensemble pour construire l'univers. Je leur proposais. Et il y avait vraiment un vrai jeu de et si, et si, et si. Et... Donc, en fait, c'est vraiment un univers qui a été collaboratif. Ah bah, la création, oui. C'est mon idée, c'était de les surprendre et en même temps, tout ce que leurs personnages s'interrogeaient alimentait l'univers. Tu peux pitcher rapidement l'univers parce que donc on est un groupe d'enfants. Un groupe d'enfants sur une île qui a subi un grand chamboulement, c'est comme ça qu'il s'est dit. Et ce qui est important, c'est qu'ils sont en bas de l'échelle. Toute leur vie se sont fait maltraiter par l'univers. Je rajoute par l'univers parce que l'intention de jeu, c'est pas je vais torturer des petits enfants. C'est pas du tout ça. C'est pas un simulateur d'enfants. Et c'est pas on va s'amuser à se faire mal entre nous, tout ça. C'est un jeu plus psychologique où je cherche en fait plutôt d'aller titiller le joueur, pas le personnage. Mais ça passe à travers le personnage. Le personnage, c'est l'interface finalement. Voilà, exactement. Et donc un monde très dur et ces enfants en bas de l'échelle toute leur vie, ils parlent pas de personnes, mais d'adultes qui ne les écoutent jamais. Et du jour au lendemain, ils vont se retrouver dans une caravane avec des enfants, un truc pas probable et ils devraient pas survivre. Et parfois, et pourtant, pour la première fois, ils se sentent bien entre eux. Oui. Et parfois, cette caravane, elle s'arrête près d'un lieu, d'un village, et une espèce de sorcière apparaît, une mama, qui est très maternante finalement, mais qui cache quelque chose sûrement, et qui leur donne des masques qui vont les transformer en monstres. Et d'enfants maltraités en bas de l'échelle vont se retrouver en haut de l'échelle. Donc très puissants. Très puissants. Et pour la première fois, les adultes ont peur d'eux. Ils ne perçoivent pas que c'est des enfants. Et cette maman les envoie pour aller chercher quelqu'un qui a vraiment besoin d'aide. Et si c'est pas fait, il va se passer quelque chose de grave. Et s'ils acceptent de l'aider, ils font leur enquête, mais à la hauteur de ces enfants un peu maltraités d'avant. Mais là, pour la première fois, la petite brindille, toute sa vie, elle s'est fait bousculer par son frère, sa sœur, un voisin. Quand elle dit non, c'est non. On peut pas la toucher parce qu'elle fait 3 mètres de haut et quand elle parle, tout le monde est terrorisé. Voilà. Et comment cet enfant de maltraité va se positionner? Parce que c'est un jeu à position de personnages et de joueurs. Quel choix il va faire? Par contre, il faudra assumer toutes les conséquences. De tes choix. C'est là que ça devient du dark fantasy. On va en reparler après en fait de cet aspect-là sur les choix. Pour les inspirations, je sais que tu avais dit que l'histoire de la caravane, des roulottes et tout, ça avait été aussi inspiré par les Vistani dans Ravenloft. Ah oui, clairement. En fait, c'était au même moment où je faisais cette campagne avec Ravenloft. J'avais bien aimé, en tout cas, la scène qu'on a jouée avec le MJ. J'avais vraiment aimé cette scène. Et donc, tout de suite, j'ai bien vu un endroit fédérateur de ces enfants d'aventure ou avec une vie en plus. Au lieu que ça soit un village, finalement c'est itinérant et c'est un lieu d'ancrage super important. Et dans le game design, c'est assez important d'avoir des endroits où on revient et où la vie continue entre chaque aventure. Et où c'est pas la partie épique en fait que tu vis, mais c'est un peu la tranche de vie, la vie quotidienne. Mais tu peux faire des aventures en vrai dedans. Parce qu'au fur et à mesure du temps, c'est vachement intéressant d'amener des choses. Et aussi, c'est le moment où tu peux développer les relations, plus les relations interpersonnelles entre joueurs et joueuses ou avec les PNJ d'ailleurs. Oui. Parce que c'est important, pour avoir joué à Caravane, je n'ai fait qu'une partie, mais le camp, la roulotte, il y a des personnages marquants en fait qu'on retrouve et qui ont vraiment de l'importance, avec lesquels j'imagine que si tu fais en mode campagne et que tu refais, ton personnage crée des liens particuliers. Elle crée des liens et il y a 2 scénarios qui sont prévus ou 3 scénarios qui sont prévus pour commencer à amener des choses à l'intérieur. Donc c'est très intéressant. Et pour l'anecdote, c'est tous les PNJ, même les pré-tirés, qui sont décrits dans les livres, sont des vrais joueurs que j'ai eus. À part les 2 joueurs, la plus petite et Mickey et Puce, qui sont des personnages un peu particuliers. Tous les autres, c'est quand je les joue moi ou quand je les décris dans le livre, c'est Puluche, c'est une vraie joueuse, c'est Phénox, bravo. Bastor, c'est vraiment Bastor. D'accord, donc c'est eux qui ont apporté... C'est eux qui ont apporté leur touche de personnalité. Et j'ai eu des joueurs avec des vrais choix où ils ont choisi pour ou contre.
et ça a alimenté un peu tout cet univers. Il y a aussi un petit aspect, alors c'est pas forcément ultra marqué, mais il y a un peu un petit côté contes et légendes folklore en fait, aussi dans le côté, dans les histoires qu'on raconte, l'univers. Oui, bah j'adore Caro et Genet. Pour moi, La Cité des Enfants Perdus, Miette, c'est ma puce. Ouais. J'adore ça. J'adore ces contes un peu modernes où il y a une touche un peu réactualisée. Oui, qui ne sont pas les contes classiques, enfin traditionnels, mais où on sent, mais où ça procède un peu de la même façon, un peu, ce folklore qui se construit au fur et à mesure, un peu plus moderne, mais qui s'enrichit au fil du temps. Exactement, j'adore ça. En fait, il y a eu plein de choses qui se sont naturellement greffées. Quand je pense à ça, je pense à Mo, par exemple, qui participait à cette recherche. Il est artiste et il monte des pièces de théâtre. Et en fait, il avait une vision du jeu et des scènes assez cinématographiques avec des reculs de caméra, avec des introspections. Et tout ça, c'est rentré dans le jeu. Il y a beaucoup, moi, je fais beaucoup de ralentis sur des moments durs. Je ne sais pas si on reviendra sur Caravane et sur tout ça, mais voilà, j'aime bien faire des pauses de ralenti quand il y a une scène dure, pas pour la jouer, mais pour voir ce que les autres y pensent à ce moment-là. Oui, on en parlait aussi, c'est un jeu dont j'ai l'impression que l'objet finalement du jeu, c'est les dilemmes qui vont se poser aux personnages. Et effectivement, comme tu le disais, en fait, en réalité aux joueuses, les dilemmes moraux, c'est... Oui, alors en fait, presque. Presque. En fait, pour moi, c'est le choix. Ok, le choix. Le choix et la conséquence. Okay. C'est ça le cœur du truc. Le choix et la conséquence. Le Dark Fantasy, il est juste là pour accentuer cette justice ou cette injustice et le résultat. Et le fait qu'il y ait beaucoup d'enjeux du coup aussi, parce que comme l'univers il est un peu sombre, on sent tout de suite que les enjeux vont être très forts. Voilà. Et donc les dilemmes vont forcer à faire un choix. Que ces enfants ne devraient pas avoir à hauteur de 12 ans. Oui, parce que pour avoir fait d'autres jeux où on incarne des enfants, moi je pense beaucoup à Tales from the Loop, qui est assez un jeu qui est quand même assez connu. J'ai l'impression que dans Tales from the Loop, quand je l'ai joué, on est plus sur une espèce de quête initiatique ou de nostalgie, en fait, un peu de nostalgie. En plus, ça se passe dans les années 80 et que souvent les gens qui jouent étaient enfants eux-mêmes dans les années 80. On projette beaucoup de notre propre. Et je pense qu'il y a un petit côté qui joue beaucoup sur la nostalgie, alors que dans The Caravan, on retrouve pas du tout ni la quête initiatique d'ailleurs, ni la nostalgie, parce que pour le coup là, il peut pas y en avoir. Non, mais zéro, oui. Et en fait, je trouve que c'est un jeu où on ne se projette pas comme nous ce qu'on imagine être enfant. Rien du tout. Et tu vois, souvent quand je le pitch, c'est assez compliqué de pitcher le jeu en one shot parce que on va jouer des enfants dans du dark fantasy, maltraités par l'univers, alors que l'enjeu il est pas là en vrai. L'enjeu il est, moi je vais aller chercher le joueur en fait. Et on joue, c'est pas un simulateur d'enfants. Non, pas du tout. Pas du tout. On est à l'opposé de ça. Et finalement, on s'aperçoit que la manière dont l'univers est construit, les choix, tout ça, et ces adultes toujours qui n'écoutent jamais ces enfants, et les joueurs vont faire des réactions d'enfants en 13 ans sur leurs désaccords, leurs accords, leurs idées débiles. Parce que comme c'est un univers, c'est pas un univers à secret où il va falloir 30 scénarios à découvrir, mais comme ils savent pas s'ils mentent à cette sorcière, qu'est-ce qui va se passer? Et comme des fois les dilemmes sont assez durs, ils essayent de trouver une solution un peu entre les deux. Contournement, Voilà, comme un môme de 13 ans qui dit un truc, ils disent mais de toute façon ils verront pas qu'il en manque la moitié. Mais je trouve aussi que c'est un jeu, pour le coup, dans ce que ça projette en tant que sensation quand on joue, c'est qu'effectivement, comme tu le dis, on joue au départ des enfants vraiment faibles, en fait, faibles socialement, faibles même physiquement, et qui se retrouvent d'un coup très puissants. Et la question, c'est qu'est-ce que tu fais de cette puissance une fois que tu l'as? Exactement. Est-ce que tu en profites? Comment tu la gères en fait? Ou est-ce que tu essayes de rester dans une sorte de justice? Et toi, ça c'est un choix de joueur qui va traverser le personnage, mais c'est un choix de joueur. Et moi, je veux jouer avec le joueur. J'adore jouer avec le joueur. En fait, ça peut pas être le personnage qui choisit ça. Non. C'est pour ça que moi, je pense qu'on peut pas. Après, c'est super perso, mais moi, je sais que en tant que joueur, je ne peux pas mettre de la distance entre mon personnage et moi. Mon personnage est forcément une projection de moi, et là, je pense que c'est vraiment typiquement le genre de jeu où c'est ce que je cherche. Quand je l'écris, je cherche. Je cherche à que le joueur se dise ça y est, j'ai compris. C'est pas du tout ça. Ou au contraire, en méta, il sait que derrière, si ça va prendre, il va avoir un problème. Et j'adore. Et j'aime bien quand le dilemme arrive au jeu. Je joue avec des joueurs. Et donc, j'aime bien amener l'émotion aux joueurs. Oui, voilà. Ok. Et pas que ce soit le personnage. Non, je cherche pas à savoir si à 13 ans, 5, on fait plutôt ça. J'ai quand même testé avec des vrais enfants de 13 ans. Pas le côté dark. Je voulais juste m'assurer que les pseudo-enquêtes, parce que c'est un jeu enquête sur Cthulhu qui m'a amené à des petites enquêtes, c'est pas non plus, s'ils arrivaient à la résoudre aussi.
Parce que c'est toujours compliqué en fonction de l'âge. Une réflexion d'enquête, à 8 ans, ça marche pas. Oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, quand on fait des jeux de rôle d'enquête, en réalité, on utilise tout notre background de joueurs et joueuses. Et c'est pas le personnage, en fait, l'enquête. Enfin, en réalité, on projette. Oui. En vrai, tu utilises toujours la méta. On revient toujours au joueur à la fin. Hein. Même si on tente, on essaye, mais faire vraiment jouer comme le personnage, on se poserait pas beaucoup de questions sur certains trucs. Oui. Et des fois, on aurait la réponse immédiate. On ferait peut-être pas les trucs d'ailleurs. On n'irait pas. Dans la moitié, on n'irait pas dans le lieu impossible. C'est la grande blague des masques de Nyarlathotep. En vrai, personne n'a rien à foutre de la mort de Jackson Elias. Enfin, si on commence comme ça. Tout ce qui nous attend, clairement, il faut pas y aller. Voilà, j'aime bien quand l'émotion elle vient du joueur. Ouais. Et tu disais aussi sur le système de jeu, toi, c'est quelque chose qui est très important pour toi, que le système porte le propos et l'univers. Ouais. Ça m'a beaucoup influencé ce que j'ai écouté. J'écoute pas mal de podcasts, tout ça. Toute une période est arrivée au même moment un peu. Et sur le game design, ça m'a beaucoup marqué, un peu la forge, avec beaucoup de retard, mais la forge, et puis les podcasts. Et donc, j'aime bien les règles. Mais j'aime pas les grosses règles, parce que j'ai du mal à les appréhender tout ça. Mais j'aime bien quand il y a du dé qui roule, qu'il y a des mécaniques de jeu qui vont soutenir l'intention de jeu. Sinon, on l'enlève. Et donc, Garavan, par exemple... Il y a eu 3 systèmes et je suis tombé sur une traduction du Grumpf, Cthulhu Dark. Et j'ai dit, c'était ça, en fait. C'est des traits, c'est un jet de tension et ça suffisait. Okay. Surtout que mes joueurs étaient très... Ils voulaient raconter l'histoire. Ils voulaient raconter leur histoire, leurs envies, tout ça. Donc ils voulaient s'approprier vraiment le... Et ils voulaient pas être bloqués par un échec, des règles. Les premières aventures, ils étaient très 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 frustrés de dire je fais 3 mètres de haut, j'ai 3 bras, j'ai des tentacules partout, je me fais rouler dessus par 2 paysans. Il y a un truc qui va pas dans ton jeu, j'en ai marre. Et je dis non, moi je vais en prendre un, le secouer, il m'énerve, je le lancer sur l'autre, voilà. Et donc le système est peu à peu arrivé sur ça. Mais très rapidement, au bout de 3 scénarios, je crois que ça y est, on était parti sur. Et tu avais aussi intégré rapidement le fait d'avoir de la sécurité émotionnelle dans le jeu, parce que comme on l'a dit, ça peut être dur. Hein. Oui. Et comme tu disais, c'est les joueuses en fait qui prennent les coups psychologiques. Donc très, très rapidement, il y a eu de la sécurité émotionnelle. Et l'axe, ça a été surtout que c'était pas une volonté de découper des enfants ou découper les enfants de découper des adultes, ça m'intéresse pas. Donc on a amené du game design dessus qui vont se compléter à la carte X en fait. Voilà. Moi j'adore les scènes un peu dures, mais qui pourraient être cruelles, mais qu'on ne joue pas. Et on va jouer l'ellipse juste après, quand la personne elle sort de la pièce et que tous les autres le regardent et ont compris ce qu'elle a fait. Et ce qui m'intéresse, c'est quand on lui pose la question et alors ? Voilà. Et donc, vraiment, c'est un jeu où on met un frein à sécurité émotionnelle pour sauter toutes les étapes qui n'ont pas de sens à jouer. En tout cas, pas moi, ça ne m'intéresse pas. Mais on va jouer la conséquence de ce qui s'est passé. Le fait de l'assumer, en fait. Ou pas. Ou pas, ou à ignorer. T'as déjà eu des personnes pour qui ça avait été vraiment très compliqué sur certains scénars ou... J'ai jamais eu de personnes qui sont sorties de la table en disant c'est horrible, je peux pas, tout ça. J'ai eu beaucoup des personnes qui ont eu leurs larmes aux yeux, mais pas pour le choix qu'ils venaient de faire. Et ça, j'adore. Ça va faire maltraitant du joueur. mais quand j'ai un joueur qui commence je me souviens d'un mec, un vieux briscard Dédé, tout ça, jouer des enfants, c'est pas marrant, j'aime pas. Mais je viens parce que tout le monde en parle, et j'ai envie de tester, et puis on se connaît, voilà. Il joue, à la fin, il avait sa petite larme, le vieux briscard de 20 ans de Dédé, et puis il dit ça a été dur quand même. C'est une belle récompense. Parce que tu dis, en fait, c'est bon, t'es descendu dans le jeu, mais pas le joueur. Le joueur est descendu dans le jeu, c'est lui qui était dedans. Et j'étais pas satisfait qu'il ait sa petite larme, mais en disant c'est que t'as suscité de l'émotion, en fait. Moi, j'adore les jeux à émotion. Attention à émotion, et la mécanique de jeu doit soutenir ça. Voilà, soit freiner, soit dire attention, tu vois que là que mécaniquement il va se passer quelque chose si tu continues dans ce sens-là. Et donc ça j'aime bien. Mais j'ai jamais eu de gens qui ont balancé une carte X et en disant stop, on arrête, c'est pas possible parce que il y a eu des scènes très 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 qui auraient pu être très violentes, mais en fait il y a eu juste l'amorce d'intention d'eux et ça suffit. Stop. Et ça suffit à ce que tout le monde comprenne. On arrête et on passe à la scène juste derrière. Quand vous imaginez ce que vous voulez. Ou pas, parce que vous pouvez être un enfant qui dit non mais moi je me mets à voile, je
j'ai jamais vu. Je veux pas. Je tourne la tête et voilà. Ça fait partie du jeu de dire je ne veux pas voir ça. Ouais, tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe autour. Et c'est souvent alors je vais dire les filles, mais c'est pas péjoratif tout ça, mais c'est les joueurs les plus sensibles, ils prennent les décisions les plus dures. C'est vrai? Ah, c'est 90%. C'est, je dis la joueuse parce que les mecs ne jouent pas pareil que les filles, ils ont une sensibilité différente. Je pense à quelqu'un, par exemple, qui m'a dit, moi, je veux jouer Cruel, un enfant cruel. Le jeu est fait pas pour lui, mais le jeu va jouer avec lui et contre lui. Ok. Et pourquoi? Parce que j'adore attraper les petits animaux et leur arracher les ailes. Wow. Très bien. Mais quand cette personne, tu lui donnes il fait 3 mètres et il a des tentacules et des griffes dans tous les sens, tu sais que ça va partir en vrille. Ouais. À la fin, il disait pardon, maman, pardon, je ne ferai plus. Mais c'était pas le personnage, c'était le joueur qui dit ça. Parce qu'il y a une mécanique de jeu qui va dire, hop, ok, t'as fait ça une fois. On va le jouer, hein. Mais les autres l'ont vu. Ouais, on arrête le jeu, la caméra s'arrête, se recule tout doucement, et puis petite musique larmoyante, et puis qu'est-ce que vous pensez de Cruel? Parce que maintenant on vient lui donner quelque chose dans les mains. Et là tout de suite le joueur il se sent pas à la même place. Ouais. Voilà, il a plus la maîtrise de ce qui est en train d'être dit sur lui. Oui. Voilà. Et puis le masque il finit par se présenter à lui. Ouais. Il est bien content d'avoir un nouveau porteur. Ouais. Mais le dernier était tellement faible. Ouais. Mais non, parle surtout pas à la maman, il rechoisis-moi. Et là tout de suite dans sa tête, c'est plus si simple. Oui, donc du coup, ça développe aussi d'autres interactions entre les joueuses autour de la table. J'adore ça. Ouais. J'adore ça. Je leur dis toujours, mais on est là pour jouer. Ne soyez pas d'accord entre vous. Ouais. Ne soyez pas d'accord. Laissez faire quand même l'intention de l'autre. Mais dites-lui, là, tu devrais pas faire ça. C'est trop dangereux, tu te rends compte. Voilà. Mais il le fera quand même. Oui, que ça crée finalement du lien de jeu. Ouais, du lien de jeu. Et puis, de fait, aussi une intrigue particulière qui n'est pas l'intrigue du pur scénario, en fait, qui est l'intrigue que vraiment les joueurs apportent. Oui, parce qu'on joue ensemble. Et j'adore ça, toi. Le jeu, tu l'as auto-édité? Oui, auto-édité, en auto-édition pure jusqu'au bout. Ça a été compliqué ou pas? Pareil, Covid, un peu de chance, parce que je rencontre des gens qui étaient passés devant moi ou qui étaient en financement avant moi. Donc, on s'entend bien. Ils te donnent des conseils. Ils me donnent des conseils. Ils me disent surtout, regarde Game on Tabletop, comment ça se passe. Je te montre le back-office. C'est compliqué, c'est long. Donc un peu de chance, voilà. Et puis comme j'aime bien trifouiller un peu tout, on avance inexorablement. Ok. Et du coup, tu avais fait un financement participatif financement participatif, Game on Tabletop. Ça n'a pas été trop... Parce que souvent, on dit que les financements participatifs, c'est des moments quand même très épuisants. Épuisant. Quand ça s'est terminé et que le late pledge s'est arrêté et tout ça, j'étais épuisé, je voulais plus faire de jeux de rôle. Dégoûté à jamais. Mais il fallait envoyer les bouquins dans 6 mois. Mais j'en pouvais plus. Ouais, c'est très très chronophage. Oui. Et puis il faut animer épuisant. En fait. Une campagne de financement, en fait, souvent on dit que c'est ça le plus dur, c'est qu'il faut animer et il faut qu'elle reste sur la durée. Donc tu sais que tu peux pas faire juste un super démarrage ou une fin. Je faisais plein de parties, je faisais jusqu'à 4 parties de caravane par semaine, en distanciel qui n'est pas pareil, qui est moins rigolo pour moi en tout cas. Ouais, épuisant. Et t'as trouvé les fournisseurs après pour l'édition? La chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on peut trouver tout sur Internet. Ouais. Tout. Ouais. Donc, j'ai trouvé un éditeur, un imprimeur italien. Ça paraissait bien. Je fais des tests. Ça allait à peu près bien parce que je n'étais pas content de la qualité au final. Mais comme c'est pas mon métier, j'ai pas su quoi dire ou en tout cas c'était pas la bonne explication. Mais on peut tout faire en cherchant un peu. Puis tous les outils maintenant. Moi, j'utilise que des logiciels libres sous Linux. Donc, je m'enquiquine un petit peu des fois par rapport à des trucs. Mais on a tout. T'avais quoi comme objectif de financement? Au tout début, c'était 3000, un truc comme ça, assez pour mettre un tout petit peu de ma poche s'il manquait et suffisamment pour pas que ma femme râle si je m'en mets trop. Mais et puis ça s'est très bien passé. Donc j'étais content. Et après, t'as géré du coup la logistique. Ça c'est un métier aussi. Ouais. Les tableaux Excel dans la maison affichés partout pour savoir ce qu'on a envoyé, pas envoyé, dans le pack il y a quoi, il y a ci, il y a machin, il y a 3 cartes de plus, 3 cartes de moins, infernal. Ils n'en pouvaient plus de faire des petits cartons, mes enfants et ma femme. Ouais. Et puis, quand on a envoyé ça par Mondial Relais, on blindait les Mondial Relais quand on arrivait. On ne pouvait plus rien mettre dedans. Et aujourd'hui, comment tu continues à animer le jeu, en fait Un peu plus doucement. Ouais, un peu plus doucement. Mais je travaille d'un côté, je travaille dans ma tête et avec mes rencontres sur la suite, une campagne avec un vrai méchant, des vrais trucs, voilà. Ouais, parce que là, c'est plutôt, il y a un recueil de 10 scénarios. Il y a un recueil, il y a un core book avec les règles plus un scénario et après 10 scénarios qui sont auto-centrés sur les joueurs. Vraiment auto-centrés sur les joueurs, ça a répondu à la question
Et si maintenant je fais ça après d'avoir vécu ça, qu'est-ce qui risque de se passer? Si j'arrive dans un village et il y a 2 demandeurs, comment je fais? On verra. On verra dans 15 jours et je leur faisais le scénario. Ouais. Et donc, mes joueurs, entre guillemets, mes groupes de joueurs ont dit tu peux pas laisser ça comme ça dans un coin de fichier Excel, Word ou autre. Il faut le publier. Donc, un travail interminable. Tu pars de 100 pages et tu finis à une fois 120 et une fois 180. Le piège du financement. Ouais. Et voilà. Et donc, maintenant, je veux faire une vraie campagne, tout ça. Ouais. Il n'y a pas une grosse communauté, mais sur le Discord, il y a des fois des gens qui arrivent et qui proposent des scénars, qui proposent là, des feuilles de personnages. Là, ils sont en train de rajouter des éléments de design graphique et quelques mécaniques pour jouer sur la monstruosité et l'enfance. Vraiment avoir une jauge. Et donc, je trouve ça rigolo. Donc, ça continue d'être collaboratif. Ouais, un peu. Et en plus, il est en open source. Voilà. Ouais. N'importe qui peut faire un hack, un supplément et le publier. Il a droit. Et sur une grosse campagne, là, t'as déjà commencé à travailler dessus pas mal ou... Je veux faire quelque chose qui tienne le choc. Donc, je réfléchis beaucoup. Là, je suis dans une... Moi, quand je crée, j'ai plusieurs phases. Et une grosse phase, c'est je dois m'imprégner de tonnes de trucs. Et à un moment, quand je commence à avoir une idée, quelque chose où il faut passer à l'écriture, j'arrête de lire. Ouais, c'est un peu comme un entonnoir, tu mets plein de trucs dedans, puis d'un coup, à un moment, ça commence à aller et j'arrête de lire pour pas être influencé trop. Voilà. Garder le bon dosage entre les inspirations. Exactement. Plein de fois, j'ai des discussions avec d'autres créateurs ou des gens qui me racontent leur scénario et je leur dis je ne veux pas en entendre plus, on en reparlera, mais je me suis fait une idée de ça. Et c'est cette idée que je veux gratter. Et d'ailleurs, du coup, tu avais joué à beaucoup de jeux où on incarne des enfants ou pas? Ou tu avais plutôt mis... Non, aucun. Aucun Parce que Tales from the Loop, j'ai jamais joué. Perdu sous la pluie, on m'a dit que ça ressemblait beaucoup, mais j'ai acheté le jeu il y a quelques temps avec toute la mini-gamme et j'ai jamais lu et j'ai jamais joué. Ouais. Donc non du tout. Oui, donc comme ça te permettait d'avoir ta vie. Ouais, j'ai ma vision, mon interprétation de ce que j'ai pu lire en 4e de couverture, ou je lis des fois des scénars de jeux pour voir. Parce que moi, quand je lis un jeu, avant de lire les règles, je lis un scénar. Je veux savoir quelle proposition de jeu qu'on va jouer. Voilà, le meilleur des mondes avec une proposition qui est à côté, ça me plaît pas. Voilà, donc je lis toujours un scénar avant de lire le jeu. Et donc, pour voir si tu as vraiment envie de faire l'investissement. Oui. Ouais. Et donc voilà, j'ai lu des scénars de Tales from the Loop, des choses comme ça. Voilà. Mais c'était de toute façon, c'était pas du... Je pense que dans l'intention, comme tu le dis, c'est pas du tout les mêmes jeux. De loin, on voit des enfants. Oui. Et puis voilà, c'est fini. Mais en fait, comme quoi, c'est plus riche que ça aussi. Oui, heureusement que les jeux se ressemblent pas tous. Tu disais qu'après le financement participatif, tu n'avais plus envie d'entendre parler de jeux de rôle, mais bien sûr, tu as recommencé. Oui. Parce que là, actuellement, tu travailles sur ton deuxième jeu. Deuxième jeu édité, Les Miaulements d'Ultar. En fait, après Caravane, je voulais quelque chose de plus léger. Et je fais beaucoup de conventions et il y a vraiment une envie de débutants de jouer. Des gens qui ont juste entendu parler de jeux de rôle, ils sont curieux. Et Caravane, c'est pas fait du tout pour eux. Même si des débutants peuvent jouer, j'ai rencontré des vrais débutants, mais je veux discuter un peu avant avec eux pour voir s'ils ont une envie d'aller un tout petit peu plus loin. Et je voulais faire un truc léger, entre les deux, rapide. Je m'étais dit 6 mois, mais ça fait 1 an que je me dis 6 mois. Et, voilà. Avec des animaux, mais je trouvais pas de thème, tout. Et le hasard a fait que je suis tombé sur Les Miaulements d'Ultar. J'ai revu cette nouvelle de Lovecraft. J'ai dit, voilà, en fait, c'est écrit. Et je vais faire un truc léger, rapide. Pas besoin de décrire un univers complexe. Il y en a plein qui ont écrit l'univers mieux que moi. Et donc ça a été plutôt un jeu en disant je vais jouer des chats avec des pouvoirs sur des choses que d'autres ont déjà écrit. Donc c'est plus comment on va jouer des chats en utilisant les suppléments que d'autres auraient écrits. Donc en fait, on peut reprendre en fait des scénarios déjà existants. Le pitch, c'est ressortez vos vieux scénars. Et donc, ça explique comment ressortir ton vieux scénar, changer le début parce que tu joues des chats, donc c'est pas pareil. Et comment changer la fin ou comment amener à une fin. Et qu'est-ce qui se passe quand on joue des chats? Tu baisses la caméra, tu travailles plus sur la description de visage ou de personnalité, mais sur des odeurs, sur des éléments de vêtements, des choses comme ça. Voilà, ça a été ça le jeu d'écriture. Ok, de la transposition en fait à l'image qu'on se fait de jouer un animal. Quoi. Voilà, donc dans Les Miaulements d'Ultar, c'est ça. Voilà, ça reste du Cthulhu parce que ressortez vos vieux scénars, c'est quand même ça. Et mais tu vas le jouer de manière différente.
Chasse pas très fort. Non. Mais eux, ils ont plein de pouvoirs. Eux, ils ont heureusement, parce que sinon. Ah oui, t'as fait une partie hier. Oui, voilà, on a joué hier, effectivement. Donc, je confirme que si on n'a pas de pouvoir, on est ça se complique. Ouais. Du coup, t'as quand même écrit un peu du lore des chats. Alors, j'ai écrit du lore des chats, j'ai écrit comment on joue des chats, j'ai écrit la mécanique de jeu, comment elle t'est venue, la mécanique? Il fallait que ça reste compatible. Hein. Donc, ça doit rester du descend. Donc, on se rapproche, on va modifier des choses parce que si t'as que agilité, tu fais que ça en tant que chat, c'est super facile, tu fais que ça, oui. Charisme et ça. Et donc, on a éclaté un peu ces attributs en plus et on reste sur du descend. Et puis, j'ai laissé place plutôt, j'ai enlevé toutes les compétences, les choses qui servent à rien, tout ça pour un chat. Bibliothèque, par exemple. Bibliothèque pour un chat, ça limite un peu, voilà. Et puis, j'essaie plus de travailler, toi, ce qu'on discutait hier en fin de partie, sur les tags de ressenti d'un chat sur les lieux. Oui, parce que quand tu présentes les PNJ, ils sont pas décrits, enfin ils sont décrits avec ce qu'un chat peut en connaître finalement, et pas avec ce qu'en tant qu'humain, si on jouait des investigatrices normales, on connaîtrait quoi. Exactement, donc l'écriture a été ça, et puis j'ai quand même décrit un peu de l'univers de Lovecraft, mais de manière assez large. Pour un vieux briscard du Lovecraft, oui, c'est nul, c'est bateau, mais pour quelqu'un qui a jamais eu Lovecraft, il faut donner un peu d'éléments. Et puis en même temps recontextualiser par rapport à ces chats quelque part, parce que ils ont une importance dans la contrée du rêve. Ouais, notamment, hier à la partie, c'est ce qu'on s'est dit, moi je suis pas une grande fan en général des phases de combat dans les jeux, parce que je trouve que ça dure souvent très longtemps et on peut vite se désintéresser parce que en plus si on rate les jets, c'est un peu, on a l'impression vraiment de subir. Là, il y a, comme tu l'as dit, les chats ils utilisent beaucoup leurs pouvoirs, on a des points de magie, on est obligé d'utiliser nos pouvoirs si on veut faire quelque chose. Et le combat final, on avait ce dé de tension en fait qui matérialisait la tension et qui faisait qu'on voyait le temps qui nous restait à tenir et en même temps nos points de magie qui diminuaient parce qu'on est obligé d'utiliser notre magie parce que sinon on est trop faible. Et moi, j'ai trouvé que ça créait une véritable tension de combat que j'ai pas forcément toujours beaucoup ressenti dans les jeux. Et j'ai trouvé que du coup, il y avait l'implication, elle est restée. Alors que moi-même, je me battais pas à proprement parler. Hein. J'avais un personnage qui était plus dans la protection. J'ai trouvé qu'il y avait un sentiment vraiment d'intensité de ce qu'on était en train de faire qui était très très forte. Et le sentiment restait quoi. On n'était pas, il y a pas de moment de creux, il y a pas eu de moment de creux sur cette phase de combat. Tant mieux. En tout cas, c'était l'envie. Comment t'as eu l'idée un peu? J'adore le game design. Voilà. On revient toujours. J'aime bien les univers, j'aime bien créer des jeux, j'aime bien raconter des histoires, conter des histoires plus que voilà. Et procurer des sensations. Et procurer des sensations. Et moi aussi, le combat, c'est interminable pour moi quand on fait des tours et des tours. Et l'initiative. Et l'initiative. Donc, l'idée, c'est d'amener autre chose. Voilà. Déjà, il faut que ça dépote. Toi, je vous demandais de jeter vos dés avant pour que on n'attende pas 2 heures. Et je trouve que les dés de tension, même si c'est mécanisé. Ouais. En fait, le game design, c'est ça, en fait. On mécanise un truc, mais il y a une intention derrière. Et on va retirer, même si physiquement, vous voyez le dé, c'est du méta, c'est tout ce que vous voulez. Mais quand je mets le dé au début, je vous explique pas pourquoi. Rapidement, tu comprends à quoi ça va servir et que, entre ce que je peux faire, ce que je peux pas faire, et puis les méchants qui sont quand même assez méchants. Oui. Faut amener de la tension et un espèce de compte à rebours que tu vas gérer en méta. Et voilà, c'est du game design. Ouais. Et j'adore ça. Et c'est vrai que ça crée vraiment, le combat reste plus dynamique. Et puis il fallait vraiment réfléchir comment faire pour s'interposer entre. Oui, c'est pas juste je tape. Non, parce que là, finalement, vous avez que protégé. Beaucoup protégé ou moi je sais que j'ai fait ça, mais du coup on pourrait penser que c'était 6 rounds à peu près. Ça pouvait. C'était le D6. On pourrait se dire ça va être super répétitif. Mais pas parce que effectivement comme on perd son nombre de points de magie, à chaque jet de dés, la compétence je la réussissais parce que j'avais un bon score, parce qu'en fait c'est pas fait pour que je la rate en fait, j'ai l'impression Non, c'est pas un jeu punitif. Voilà. Alors il y a plusieurs méthodes de jouer au Pleinement d'Ultar, pulp ou très sérieuse, tout ça, mais très dur. Mais on a un autre plaisir. Si on en faisait la même partie en mètre très dur, je dis va falloir vraiment réfléchir là. Ouais. Mais là du coup, comme il y avait l'aléa de combien de points de magie je dépensais à chaque fois et que en fait c'est l'unité du jet qui est retenu. Bon, moi j'ai fait plein de trucs qui finissaient en 8, donc j'étais bien dégoûtée. C'est ça en fait qui créait c'est ça. Et les parties que j'ai faites où les joueurs ont beaucoup de chance et ils perdent pas de magie finalement ou très peu, c'est moins marrant parce qu'on n'a pas de tension. Oui, en fait on est heureux presque de finir à 2-3 points qui restent en se disant... Tu étais très satisfaite d'arriver à la fin, il ne me reste plus rien, mais j'ai réussi. Ouais, en fait on a besoin d'adversité quoi. Et il faut la ressentir. Voilà.
Donc, il faut trouver une mécanique de jeu qui va... c'est l'illusion de tu galères pour réussir. Et ouais, tu le disais, on peut jouer enfin, tu proposes un peu 2 modes de jeu. Ouais, on peut jouer en plusieurs modes de jeu. Le mode pulp, parce que ça reste des chats, donc... ouais, il faut qu'il y ait il y a forcément un petit côté... j'ai fait des parties très... pas sombres, un peu, hein, vraiment sombres, où dans la rue, il fallait marcher, il fallait faire attention, les animaux qu'on rencontre sont plus durs... là, on était cool sur les dés, cool sur tout. Si tu mets pas 20% par exemple de plus dans tes pouvoirs, ouais, ça fait plus mal. Hein. Donc Donc toi, tu vas jouer là-dessus parce que l'intention, elle est de dire on va jouer du Serious Cat. Et quand tu fais tester le jeu, d'ailleurs, les gens ils choisissent plutôt quel 90%, c'est pulp. C'est pulp. Ouais. Parce que dès le début, vous avez commencé à miauler, rouler des épaules. Oui, voilà. Ouais, je pense que c'est le fait de jouer les chats, enfin pour avoir aussi de jouer à d'autres jeux où c'est comme ça, c'est très libérateur. Oui. On se permet parfois plus de choses que. C'est super simple parce que tu joues à plein de jeux, on te donne un métier, un archétype. Tu dis qu'est-ce que j'en fais ça moi je suis pas expert en balistique depuis 30 ans, je sais pas quoi en faire. Ouais. Et donc si on dit tu joues un chat, bon, c'est bon. Ouais, tu vois à peu près qu'il y a à faire, quoi. Il y a une mécanique de folie qui te permet de faire des trucs un peu... comme les chats, quand ils ont leur cadre de folie. Voilà, on n'est plus dans les mêmes... Ouais. En tout cas, c'est l'intention. Oui. Pas réussi partout, mais c'est l'intention. Sur les scénarios, tu travailles, donc il y aura tu prépares le livre de règles. Un peu le même format. Un peu le même format que Caravan. Un bouquin de règles avec un scénar dedans. Ouais. Et à côté, un recueil de scénarios avec la moitié des one-shots et la moitié une campagne. D'accord. Qui sont tous des recyclages de... Enfin, tu reprends, non, pas là, parce que j'ai pas le droit là d'aller chercher. Ouais. Mais c'est de la création pure. De la création pure, voilà. Ok. Mais il y a toute une partie dans le livre qui explique comment recycler. C'est très facile. Hein. Ouais. C'est vraiment... J'ai été très étonné d'ailleurs qu'on puisse... Aussi. Parce que comme c'est des gardiens d'Ultar et qui viennent de la contrée du rêve, ils comprennent l'humain, ils parlent l'humain. Et ils ont une mission quelque part, globalement. Et tu disais, c'est un jeu où toi, tu encourages à ce qu'on utilise tout ce qu'on sait en méta. Finalement. Ah oui, moi j'adore ça. Parce que je trouve ça tellement frustrant des fois dans des jeux, ça fait 20 ans que tu joues à ce jeu-là et on te dit « Ah ben non, t'es débutant, tu sais rien. » Ouais. Et là, tu dis c'est un peu compliqué, surtout avec Cthulhu. Vous pouvez y aller, il n'y a pas de risque. Et donc je trouve ça plus simple de dire tu connais pas, tu connais pas. Ouais, allez-y. Donc en fait, les connaissances de la joueuse sont les connaissances du chat finalement. Ça passe. Oui. Parce que toi, quand tu savais que c'était des Shanty Dalos, tu te dis ça va, c'est compliqué. Ouais. Et c'est plus sympa finalement de dire non, pourquoi jamais, non. Non, moi je suis assez d'accord. En plus, je pense que c'est compliqué psychologiquement. En vrai, moi je peux pas le faire. Tu surjoues ton ignorance, ta naïveté à la fin. Oui, donc ça devient même un frein. C'est presque un frein ce que tu ferais, quoi. Tout de suite, je mets ça. Ouais. Et j'aime bien, toi, ça va un peu dans ce que je vous fais jouer, connaissance diffuse tout de suite. Oui, on n'a pas besoin de se raconter la même scène. Même si on n'était pas là, oui. Parce qu'en fait, on perd du temps sur l'action finalement. Et... Puis après, on va dire mais non, mais t'as pas entendu parce que je t'ai pas dit cette virgule. T'as l'impression de dire j'ai gardé mon info. Dans les scénarios, c'est quand on en a parlé hier, tu disais, toi, en fait, c'est presque des pitchs. Enfin, t'as des grandes lignes. Ah oui. Alors pour les Miaulements d'Ultar, j'étais très influencé par Brindlewood Bay. Ouais. J'avais entendu depuis un certain temps parler des enquêtes émergentes et pour moi ça paraissait impossible de faire une enquête émergente. C'était à l'opposé de ça. Et j'ai découvert Brindlewood Bay avec UX, incroyable. C'est incroyable. Un jeu extraordinaire. Ouais, en tout cas le game design est incroyable. Donc et puis moi en vrai j'avais tendance à faire ça en vrai, même dans les campagnes écrites. J'en rajoute partout. Déjà, j'ai une mémoire d'escargot sur plein de détails. Et donc, tout se mélange, tout. Et donc, ça émerge, en fait, en fonction du vent et de ce que je suis capable de sortir en info au moment où je dois le dire. Et donc, Brindlewood Bay m'a formé. Et donc, j'écris tous les scénarios, sauf celui des règles. Oui. Et peut-être le premier du livre des scénarios, parce que aussi, ça peut être axé débutant. Donc, il faut quand même rester dans un schéma. Pour quelqu'un qui n'aurait pas l'habitude, qui soit plus qui se sente plus confortable d'avoir quelque chose de plus écrit, quoi. Voilà, le kit découverte, il est plus écrit et dans le livre des règles, le scénario sera plus écrit, plus détaillé. Plus détaillé, plutôt. Pas plus écrit, mais voilà. Avec plus de propositions clés en main. Plus d'explications sur ce qu'on entend quand on parle d'un personnage. Voilà, t'es obligé de détailler 5-6 lignes de plus. Voilà. Et là, je le fais. Alors, j'appelle ça de l'émergent guidé. Parce qu'il y a quand même une écriture d'intention de scénario, un début, une résolution. Brindlewood Bay, ça
c'est les joueurs qui choisissent qui est le coupable, qui choisissent quand est-ce qu'ils ont envie que ça se finisse, voilà. et qui vont théoriser, et leur théorie elle passe s'ils réussissent en fait. Voilà. S'ils ont assez d'indices finalement, c'est un peu ça. Là, je peux pas proposer ça. Non. Donc c'est guidé parce qu'il y a une proposition de fin et les indices, les événements, les lieux sont axés autour de l'intrigue en général. Mais tout arrive à n'importe quel endroit. C'est-à-dire que en fait, tu as une liste. J'ai des listes 2. Voilà. Des listes de lieux, liste d'événements, liste d'indices et liste de personnages. OMJ de faire ses petites croix en disant là c'est plus intéressant qu'il trouve ça là. Ouais, en fait tu laisses de la modularité pour la personne qui va faire jouer. Voilà, et les indices sont liés à l'aventure. Ils partent pas comme Brindlewood Bay, mais vraiment parfois parfois du tout. Ouais, Brindlewood Bay, parfois t'as des trucs tu sais même pas tu sais pas parfois comment le caser même. Ça peut être intéressant d'en caser au milieu quelques-uns un peu vraiment tordus sans explication. Mais voilà, c'est quand même guidé. Dans ce sens-là. Mais pour moi en tant que MJ, là je parle moi en tant que MJ, c'est beaucoup plus souple en fait. Je m'en fiche que tel indice il soit, toi vous l'avez trouvé par exemple dans le sac à main hier, là où dans le tiroir, dans la 4e pièce. Oui, on s'en fout, ça n'a aucune incidence. Il est tombé là, et puis c'était même plus rigolo parce que toi tu avais une intention de recherche vraiment là, et tu as été content de trouver quelque chose là. De faire tomber le sac à main, et parce que je cherchais autre chose à la base sur le perso, et en fait l'émergence fait que je t'ai sorti ça. Mais ça pouvait être ailleurs, et c'est très frustrant, je trouve, en tant que joueur, des fois, de dépenser une énergie pour chercher quelque chose, et puis en fait, il est juste à côté, mais t'as pas pensé à aller voir que c'était là. Alors que tu bosses depuis 5 minutes à dire c'est peut-être là. Mais tout le système PBTA, il est inspirant aussi là-dessus. Oui, ça m'a clairement influencé aussi. Toi, tout ça, tout est arrivé au même moment pour ça. Parce que c'est vrai que c'est un système qui permet quand même, qui est très gratifiant pour les joueuses en fait. Oui. Et c'est plus agréable que. Enfin, après, ça dépend toujours de nos attentes. Enfin, on en revient toujours à la discussion, quelles sont les attentes. Mais c'est vrai que t'as pas forcément envie d'avoir l'impression de tout faire tout ça pour rien, et que ça piétine et tout. Soyez fans de vos joueurs. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est important. Tu peux leur mettre des trucs bien compliqués, avec une tension super dure. Mais c'est pour mieux les valoriser. Au final, à la fin de l'histoire, c'est pour les valoriser. Soyez fans d'eux et faites-leur croire qu'ils sont super contents d'avoir trouvé le truc. C'est l'illusion du choix. Tu peux le faire tester facilement, en plus à des débutants, j'imagine. Et les Meulements d'Ultar, la moitié de mes parties en convention, c'est avec des gens qui n'ont jamais joué de jeu de rôle. Ok. Et qui connaissent pas forcément l'univers de Lovecraft. Ça n'a pas d'importance, parce que c'est pas un jeu sur l'univers, c'est un jeu qui s'appuie sur, je dirais même, sur l'appel de Cthulhu, en vrai. Et donc, peu importe. Une momie, c'est une momie. Pour un débutant, j'avais des enfants qui couraient autour de la table, mais parce qu'il fallait défaire la momie, et peut-être qu'ils n'y arrivaient pas. Tu peux leur dire, attention, c'est qu'un jeu. Revenez, ça sera pas grave si vous n'y arrivez pas. Ils avaient un dé de tension, pareil, mais pour eux, les enfants, la différence des adultes, c'est qu'ils jouent vraiment, eux, à la fin. Voilà, ils interprètent rien, et quand ils prennent des choses en sécurité émotionnelle, je fais des tables rondes. Le hasard fait qu'on m'amène tout le temps sur des tables rondes sur les enfants. C'est marrant. À cause de Caravane. C'est ce qu'on se dit. Et j'ai eu des cas de carte X un peu durs sur des personnes. Et donc ça m'a vraiment sensibilisé pour ça. Et voilà, les règles pour les enfants, c'est soyez pâles dans votre description plus ils sont jeunes, parce que à eux, on peut jouer avec tout avec les enfants. Oui. Alors, tout. On met des guillemets, on va pas jouer le boucher qui découpe les gens, ça n'a pas de sens. Voilà. Mais ma fille qui a commencé à masteriser, je dis masteriser à 8 ans, elle voulait pas jouer des schtroumpfs, ça l'amusait pas. Elle voulait jouer des zombies. Dans les univers, il y a des zombies partout qui mangent les gens, tout ça. Mais c'est ça, représentation des gens qui mangent. Des zombies qui mangent les gens. C'est ça. Donc les enfants, ça doit être très pâle. Et ils en font une caisse. Oui. Ils n'ont pas peur de tuer, taper, frapper. À Caravane, quand j'ai testé, pas le côté dilemme et dur. Quelques dilemmes, mais léger. Ils tapent 10 fois plus que les joueurs. Mais ils ne cherchent pas à comprendre. Un coup de tentacule, c'est réglé. Je le coupe en deux, ils te disent. Ok. Mais eux, ils ont une représentation de couper en deux. Je ne sais pas laquelle, parce que c'est pas leur âge. Mais en tout cas, c'est pas la même que moi. Oui. Et donc, et l'autre truc des enfants, il faut aucune pression. Ou très très peu. Ou la doser, toi, le jet de tension, tu t'aperçois que pour eux, c'est très dur. Parce que quand ils rentrent dans la tension, ils la vivent physiquement. Oui. Donc, ils mettent moins de distance, en fait. Aucune, en fait. Et là, actuellement, tu penses faire encore un financement participatif pour le toujours. jeu c'est en auto-édition. Avec la même, vous allez refaire des cartons à la maison à un moment ou à un autre. Les cartons. Ma femme m'a dit juste pas de masque. C'est elle qui les a taillés. À la rigueur, c'est une mauvaise blague, mais tu achètes des petits sacs que tu mets dans les cartons. Je suis désolé, mon excuse. Mais c'est une semaine à mauvaise blague. On fait beaucoup de mauvaises blagues. Et voilà.
Voilà, mais non, elle m'a dit non, plus jamais. Mais oui, même des cartons, on fera des cartons à la maison, oui. Voilà, dans 6 mois. Bah, non, novembre. Ouais, tu vises novembre. Ouais, novembre. Je dis 6 mois depuis alors, un an. On enregistre en août, pour tout dire, et je pense je diffuserai à peu près à partir de novembre, là, ce sera à peu près concordant. Après, c'est assez stratégique, hein. Il faut regarder ce qui va passer au même moment. Oui. Ah ouais, il y a une vraie étude de marché et tout. Je suis nul en étude de marché, mais Caravane, il est tombé en avril. J'étais content qu'il n'y avait personne avec moi. Et ça change tout. Parce qu'il suffit qu'il y ait une très grosse licence qui tombe en même temps que toi et qui te laisse de l'ombre. Et les grosses licences attirent les gens en fait. Ce qui est normal. Moi, je suis rien. Je n'ai pas une prétention de faire mieux. Mais du coup, ça prend beaucoup de lumière. Et puis, les gens, c'est cher un financement pour les gens des fois. Quand ils veulent prendre ça, plus ça, plus ça. Ouais. Et donc, t'aperçois qu'en fait, il y a des gens qui ont du mal à finir les fins de mois, vraiment. Ouais. Que tu reçois beaucoup de messages en disant vous pouvez prolonger de quelques jours. Petit aparté, juste pour préciser que le financement du jeu de Xavier Les Miaulements d'Ultar a débuté le 17 octobre 2024 sur Game on Tabletop et donc la campagne de financement est en cours au moment où nous publions ce podcast. Et donc, Et là, donc, sur le projet, tout est écrit ou pas ? Tout est écrit depuis très longtemps. Ok. Voilà, t'as beaucoup playtesté ? J'ai beaucoup playtesté, tout est écrit depuis très longtemps, et là, je suis en train de mettre les choses. Là, je mets en page, par exemple. Je mets en page, mais je sais qu'un financement, ça prend tellement de temps, et je veux envoyer le truc dans les 6 mois. Dans les 6 mois, 10 mois, vraiment, s'il y a des problèmes à droite ou à gauche. Mais moi, quand je pledge, c'est insupportable d'attendre 2 ans. Ouais. Parce que quand ça arrive, je suis plus dedans. En fait, t'as plus envie. L'envie, elle a disparu et tu sais même plus ce que c'est parfois. Et il y en a d'autres qui sont casés entre les deux. Puis en plus, comme tu reçois un truc énorme d'un coup, si t'as pledgé un peu plus que le truc de base, puis tu te dis, je vais me ranger ça où Exactement. Donc, j'essaye de faire ça. Et comme je sais qu'un financement, quand c'est terminé, t'as une autre pression. T'as une pression de délivrer le truc. Et donc, je veux que tout soit quasi frais, en fait. Ouais. Et que ça soit à la marge. Et la marge prendra déjà beaucoup de temps. Caravane, je pensais que j'avais fait beaucoup. Ouais. Mais ça a été infernal de tenir le délai de 6 mois. Pourquoi c'était les délais d'impression ? Tout est long. Ouais, tout est long. L'impression, c'est juste entre guillemets, parce que c'est un métier, en fait. Tout est un métier. Ouais. Et c'est un clic de souris, en fait, et puis un virement. Ouais. Mais en fait, la préparation avant. Ouais. Là où les machins. Là où tu te dis, mon scénario, il est écrit. Non, mais en fait, il n'est pas écrit. Il est gribouillé. Ouais. Et que ça ne te va pas, c'est pas bon. La mise en page, elle n'est pas bonne. Les images d'infographie, elles ne sont pas bonnes. Il faut refaire. Ça te plaît pas. Il faut être vigilant. Parce que je pense que... Moi, je suis... Je pense que ça, c'est... Enfin, revoir, était obligé vraiment de faire revoir ce qui ressort. Et moi, je ne sais pas me relire. Ouais. Parce que je relis 20 fois ce que j'ai pas écrit. Donc, j'ai besoin de relecteurs. J'avais pris trop de relecteurs. Et puis, je leur avais pas donné de consignes professionnelles, finalement. Et donc, ils réécrivaient les passages. Et quand ils réécrivent les passages, je retrouve avec 5 versions de chaque truc. Et moi, je rajoute des fautes dessus. Oui, ok. Horrible. Mais du coup, là, mine de rien, l'expérience Caravane, tu capitalises. La grosse différence, je sais où je vais encore. Oui. Maintenant, je connais le chemin. Je connais les pièges, que je vais souvent retomber dans les mêmes ou d'autres à côté, mais il n'y a pas d'inconnu. Ouais, t'es pas dans l'inconnu. Ouais. Est-ce que tu t'en feras un troisième ? Parce que l'année dernière, on avait parlé d'un autre projet que t'avais aussi. Oui, il y en a plein. Ouais. Ouais. Chaque fois que je joue à un jeu, ou chaque fois que je joue un scénario, où je lis un truc, c'est trop bien. Ouais, c'est bon. Et du coup, ça fait popper des idées dans ta tête. Ouais, donc j'écris, je m'interdis d'écrire. C'est vrai ? Ah ouais. Tu laisses parce que tu préfères que ça décante un peu dans Alors les deux. Ouais. Parce que le piège du créateur qui veut aller jusqu'au bout, c'est de mettre d'autres projets entre les deux. Parce que naturellement, si tu veux aller, t'es créateur et que t'aimes bien, ce qui me plaît, moi, c'est la création. C'est pas fignoler. Ouais, bah oui. C'est insupportable pour moi. Ouais. Et tu t'aperçois que 30% du boulot, c'est du fignolage, en fait, mais qui est super important. Et donc, cette petite partie-là risque de durer. Donc, je m'interdis. Et ma femme m'a dit, tu n'en écris pas 2 en même temps. Ouais, ok, d'accord. C'est interdit. Ok, ouais, donc tu t'attends que... Ouais, j'écris des idées, ça mature dans ma tête, mais je n'écris rien.
où j'écris 4 Juste des lignes. bullet points, quoi. Pour pas oublier. Ouais, pour pas oublier. Pour pas oublier le truc que j'avais dit, ça a l'air pas mal. Et tu laisses, en fait, ça travaille forcément moi, dans j'ai le coin besoin de ta que ça tête sans que mature. ce soit conscientisé, en fait. Tout travaille tout le temps. En game design, ou même, là, toi, pas le jeu le prochain, mais celui d'après. Ah J'ai déjà game designé une fois dans une partie qui n'avait rien à voir de Patient 13, une mécanique de jeu que je voulais tester pour ce jeu. Ouais, donc t'es déjà. Je suis déjà à celui d'après. Mais je me suis interdit d'écrire les règles. Ouais. Écoute, il y a autre chose que tu veux dire sur l'annuellement d'Ulta ou je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon de ton travail. En tout cas, nous, on passe une très bonne semaine. Ah ouais, franchement. On teste plein de jeux. Ouais, et on mange très bien. On mange très bien. On dort peu. On rigole beaucoup. On rigole beaucoup, on fait beaucoup de blagues. beaucoup de running gags quand même. C'est toujours les mêmes à la fin de l'histoire. Voilà, c'est ça. Et l'annuellement d'Ulta, voilà, pour avoir eu la chance d'y jouer en plus avec toi. Il y a vraiment, moi je trouve que c'était très cool et après on a joué Pulp, ce qui je pense me convient mieux aussi parce que c'est une petite pression quand même. Mais avec une petite pression que j'ai trouvé bien. Ouais. Et non mais moi j'avais une pression de te faire jouer parce que quand tu connais les gens, ils ont une attente, tu te dis. Oui, c'est vrai. Ouais. Oui, c'est peut-être ça change un peu la façon dont tu abordes les personnes. On va en parler le lendemain. Si tu me dis c'était vraiment chier. Mais je l'entends aussi. Ouais. Et je sais pas si je peux le dire, mais moi j'ai bien aimé parce que quand on a commencé, t'as fait parce que parfois quand on rentre dans les parties de jeux de rôle, on attend toujours quelqu'un, on va rechercher à boire. C'était le cas, on attendait quelqu'un en plus. On attendait quelqu'un, on s'est tous relevés. Et puis il y a un moment on commence et puis à un moment le MJ ou la MJ dit bon alors on va y aller et puis on s'y met bon gré mal gré, ce qui fait qu'on rentre pas tous en même temps dans le truc. Ça c'est important le début. Et j'ai trouvé que tu avais fait un truc très cool, c'est qu'à un moment tu as dit générique comme si vraiment on rentrait. Moi j'adore comme on est les stars, mais comme on est les stars du scénario. Votre arrivée est un peu scénarisée en fait. Oui, scriptée en vrai. Voilà. Et ça je trouvais que c'était une super idée pour parce qu'en fait du coup il y a un moment où là quand tu dis générique tout le monde est obligé d'être au taquet. C'est fini quoi. Et voilà, si tu le fais pas c'est que la petite musique qu'il faut, le petit speech qui commence à poser le décor. Ouais. Mais ça, tu vois, c'est du game design pour moi. Oui. C'est vraiment mécanisé, parce qu'en fait, c'est mécanisé. Je lis toujours le même texte, j'envoie toujours la même musique. Ouais. Et je dis toujours générique, ça vous va, on commence, on lance l'épisode. Ouais, voilà, c'est ça. C'est du game design. Mais c'est une façon de faire qui permet de reprendre l'attention et de sacraliser un peu le début de la partie. Ouais. Et la fin, souvent, je fais ça. Caravane, c'est une fin pas scriptée, mais lue en 3 lignes, 4 lignes. Et je relance la même musique et qui clôture. Et j'ai souvent fin de l'épisode. Oui, et du coup, on sait que c'est fini, en fait. Il y a vraiment ce que je disais, c'est parti dans des campagnes. Les joueurs disaient, je crois que c'est le moment de lancer le générique de fin. Je dis, c'est bon, ils ont bien compris. Ils ont bien compris, le ça y est. Le truc est cadré. Et ça, c'est vachement grisant. Ouais. Bon, écoute, merci encore, Xavier. Générique de fin. Générique de fin.